Voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Jean-Marc Touzard, Customer Success BWI et consultant Digital Workplace. Nous avons aujourd'hui dans cette présentation deux spécialistes de la plateforme qui vont se partager la démo. Je vous laisse vous présenter rapidement, Olivier et Renaud, et après on démarre le début de la présentation. Bonjour à tous, Olivier Luzy, je suis consultant chez BWI et je travaille notamment sur les solutions F-Point et puis tout ce qui va être gestion documentaire. Et bonjour, Renaud de Slover, donc je suis Solution Engineer chez AvePoint et je suis là pour accompagner sur les projets de protection, de gouvernance et de résilience sur la partie de vos environnements de collaboration. Voilà, donc Olivier et Renaud, n'hésitez pas à prendre la parole si je dis des bêtises, ce qui va sans doute arriver. Donc, notre agenda est simple. On va passer une présentation globale de l'offre F-Point et de la problématique dont nous allons parler ce matin. Et donc, avec notamment les différents scénarios de risque de perte de données bien sûr de pourquoi recourir à une solution tierce alors que dans l'imaginaire de beaucoup de nos clients, Microsoft fait déjà tout le boulot et vous allez voir qu'en fait, oui, mais non, ça ne le fait pas tant que ça. Et on va surtout laisser la place le plus de place possible à la démonstration, puisque donc il y aura deux parties. Une assurée par Olivier sur les caractéristiques générales de la plateforme et son mode de fonctionnement, et une plus spécifiquement dédiée à Power Platform, qui sera assurée par Renaud d'F-Point. Donc F-Point, pour repositionner rapidement l'éditeur, c'est un des tout premiers éditeurs tiers de solutions venant s'adapter, se plugger sur les environnements Office 365, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça. Et donc c'est, je pense, un des plus anciens à avoir apporté des valeurs ajoutées spécifiques complémentaires par rapport à des services qui n'étaient pas ou peu assurés ou partiellement assurés par la plateforme Microsoft. Donc au départ, c'était beaucoup sur la sauvegarde, notamment sur Exchange. Et bien sûr, après, OneDrive, SharePoint, tous les outils, Teams est arrivé. Donc, F-Point a plus de recul que ses concurrents et souvent le premier à apporter un service de sauvegarde, mais surtout de restauration granulaire, complet et efficace sur les différents services que Microsoft publie dans 365, et notamment sur Teams. C'était un des premiers à apporter vraiment une solution de restauration, parce que c'est surtout ça le problème, complet sur les environnements Teams. Donc, F-Point est un éditeur avec une présence mondiale, une forte proximité par rapport au lab de développement Microsoft. Et on a donc dans F-Point en fait trois grandes parties, trois grands piliers dans l'offre. Une partie plutôt gouvernance et contrôle, on va dire. Une partie plutôt opération, management d'opération, et notamment la partie migration, où on a un outil particulier spécifique qui vient nous aider dans les migrations vers Office 365, que ce soit depuis des file systems, puisqu'il y en a encore beaucoup, mais que ce soit aussi depuis d'autres versions de SharePoint, des versions on-prem ou des versions plus anciennes, des outils extérieurs comme Google, etc., etc. Et donc, la partie dont on va s'occuper plus spécifiquement ce matin dans le webinaire, donc c'est la partie backup, qui fait partie donc du troisième pilier sur les différentes opérations donc de conformité, d'archiving et de sauvegarde. Donc, dans la partie protection qu'on voit aujourd'hui, il est intéressant, important de bien comprendre que F-Point, la partie backup, donc F-Point Cloud Backup, ne couvre pas
que Microsoft 365. Alors déjà, c'est important de voir que ça couvre tout Microsoft 365, y compris des éléments qui sont souvent un petit peu négligés ou oubliés. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, entre autres, avec la Power Platform. Donc, vous voyez ici Power BI, Power Automate, mais qu'on a également d'autres environnements qui sont sauvegardés, et notamment les environnements Dynamics dans la partie Microsoft, et aussi les environnements Salesforce et Google. Donc certains de nos clients sont multi-éditeurs, hein, notamment pour la CRM Salesforce. On a d'autres cas de figure avec des gens qui ont à la fois du Google pour certaines filiales et du Microsoft. Et donc c'est intéressant de voir cette possibilité d'avoir un seul outil de référence pour tout ce qui est sauvegarde. Donc là, ici, sur la partie, important de voir pour bien comprendre la valeur ajoutée de la solution F-Point par rapport à Microsoft, c'est de bien comprendre qu'en fait, effectivement, surtout de ne pas confondre la disponibilité, la sauvegarde et la restauration. Donc effectivement, Microsoft 365, c'est disponible quasiment 100% du temps. Personnellement, moi, je l'utilise depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais eu aucune interruption de service. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que tout est sauvegardé. Évidemment, je retrouve tous mes éléments dans le contexte où je les ai laissés. C'est sauvegardé, mais la problématique vient surtout de la restauration. C'est-à-dire que, par exemple, si un de mes utilisateurs supprime tout un ensemble de dossiers dans un SharePoint, s'il supprime par erreur un sous-dossier de sa boîte de réception Exchange, la question est de savoir comment je vais pouvoir récupérer ça. Et c'est là qu'on voit la valeur ajoutée entre la solution F-Point et l'environnement natif de Microsoft. Donc là, Renaud, peut-être je te laisse indiquer les détails plus précisément. Alors, Microsoft propose donc une corbeille dans ses environnements pour la plupart des éléments qui existent, donc SharePoint, Exchange, OneDrive. Et c'est une corbeille qu'on va appeler un soft delete. Donc, vous appuyez sur delete et potentiellement, ça peut aller dans une corbeille de récupération. Et ce soft delete, il pourrait être aussi supprimé. Et dans ces cas-là, ce sera à l'administrateur à le faire ou à une demande de support auprès de Microsoft. Et dans ces cas-là, on peut remonter, par exemple, dans un OneDrive jusqu'à 93 jours, même si au départ, le soft delete est de 30 jours initialement, ou des choses comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à pousser certaines récupérations côté Microsoft uniquement. Et l'intérêt de rajouter une solution de backup avec F-Point, hein, c'est qu'on va avoir une fréquence de sauvegarde jusqu'à 4 fois par jour, c'est configurable dans le système. La rétention, elle peut être jusqu'à illimitée, et la restauration, c'est à la demande, que ce soit par l'administrateur ou directement par l'utilisateur, si on lui laisse la possibilité de le faire. Donc on étend vraiment les capacités de récupération et de gestion des éléments dans la sauvegarde. Merci Renaud. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tous les grands outils, les grands modules de Microsoft 365 sont couverts par la solution backup de F-Point. Donc ça, c'était déjà vu. Là, ici, on a une nouveauté qui est arrivée il y a quelques temps qui permet de décentraliser vers les utilisateurs les demandes de restauration et la capacité à retrouver des éléments dont je sais qu'ils existaient moi en tant qu'utilisateur, mais par erreur je les ai supprimés et je cherche à les récupérer. Et donc on reverra cet assistant un petit peu plus tard dans la démonstration. Et donc ça va permettre de réduire la charge au support pour les personnes qui ont perdu des petits morceaux de leurs informations, de leurs documents ou de leurs messages, par exemple, dans Outlook. Là, ici, on a différents éléments par rapport à la partie sécurité. Peut-être, Olivier, tu peux nous préciser ça avec des vrais termes techniques. Donc, le stockage des sauvegardes peut se faire par F-Point sur des tenantes Microsoft Azure.
Donc, on peut choisir, bien sûr, l'endroit où on va faire la sauvegarde. Si vous avez un tenant en France, on fait la sauvegarde en France. Mais si vous avez envie de la faire aux États-Unis, c'est aussi possible. Généralement, on préfère rester dans le pays d'origine. Et donc, quel que soit notre pays, on va pouvoir adresser cette problématique. On peut également, si on dispose par exemple d'un stockage AWS ou qu'on a un serveur SFTP quelque part qu'on a sécurisé, on peut amener son propre storage donc, et donc se connecter à nos serveurs à nous. Hein, ils sont pas Fpoint, ils sont pas gérés par Fpoint. On va juste se connecter avec notre secret et tout ce qui va bien. Et également au niveau de l'authentification, parce qu'il va falloir que Fpoint puisse aller lire les données et écrire pour une restauration. Donc là, on utilisait historiquement un compte global admin qui n'est plus du tout dans les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, on va créer des enterprise applications au niveau d'Azure pour conférer le minimum de droits requis pour faire les différentes opérations. Ouais, donc ça c'est très intéressant, ces fonctionnalités de sécurité et surtout la capacité à choisir le stockage cible qui va recevoir nos éléments de sauvegarde. Alors on va regarder ça plus en détail dans la présentation et c'était une des raisons pour nous d'organiser ce webinaire, c'est qu'on a tous constaté l'énorme développement depuis on va dire à peu près 18 mois, peut-être 2 ans, de la Power Platform dans les entreprises. Au début, tout le monde pensait que c'était un petit peu un gadget, c'était parfois pas très sec, il y avait un petit peu de difficulté à développer des solutions efficaces. Maintenant, c'est plus le cas et c'est vraiment descendu au niveau des directions métiers. C'est plus du tout l'apanage des services informatiques. Tant et si bien que beaucoup d'applications fonctionnent dans les entreprises alors même que les services IT sont pas forcément au courant qu'elles existent. Et par contre, donc, il peut y avoir des risques importants de perte d'informations d'utilisateurs qui vont aller supprimer ou modifier des développements Power Platform qui sont devenus indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Et un autre outil qui se développe énormément et de plus en plus dans les environnements Microsoft, c'est Power BI. Et donc là, avec tous les outils décisionnels, management d'information, analyse, etc. Et qu'il est important de bien couvrir dans notre spectre de sauvegarde et de restauration. Donc, il faut bien voir que les directions informatiques n'ont pas de moyens d'empêcher les utilisateurs de créer des applications Power Platform. Donc, c'est par contre à eux de les gérer si, évidemment, il y a un problème. Donc, il existe évidemment déjà des fonctionnalités de protection offertes en standard par Microsoft pour la partie Power Platform. Là aussi, comme pour le reste, elles sont relativement limitées et présentent pas toutes les caractéristiques nécessaires et souhaitables pour la partie restauration. Alors donc, par exemple, quand on restaure un workspace Power BI, on a quelques limitations quand même un peu gênantes. Même chose quand on veut restaurer un rapport Power BI. On ne voit pas pour les Power Apps, Power Automate, on est soit limité dans les versions restaurables, soit on ne voit pas l'historique des versions. Et donc ça, c'est quand même un petit peu gênant. Et donc, on va regarder maintenant en réel comment tout ça va fonctionner. Donc, une première partie qui va être assurée par Olivier,
qui va nous montrer l'environnement général et les différentes fonctionnalités, à la fois sauvegarde, mais surtout restauration dans les modules, on va dire, les plus classiques de Microsoft 365. Et Renaud nous fera un focus ensuite sur la partie Power Platform, qui est plus récente chez FPoint et aussi plus récente chez nos clients. Olivier, je te laisse la main. Ouais, merci Jean-Marc pour cette belle introduction. Donc, je vais faire ça en live. Donc, voilà, l'effet Bonaldi, peut-être, on verra. Mais qui ne risque rien n'a rien. Donc, ceci est notre plateforme de backup FPoint chez Biwi. Hein, on est vraiment sur un cas concret. Et la plateforme donc, commence par ce qu'on appelle FPoint Online Services, qui est l'endroit où toutes les briques FPoint vont s'assembler. Donc, on voit qu'on a du Dynamics, on a du backup for M365. Donc, c'est pas à ce niveau-là que la sauvegarde s'effectue. En revanche, c'est à ce niveau qu'on va définir la granularité de sauvegarde. J'ai 100 utilisateurs dans mon Azure AD, dans mon Entra. Je veux en sauvegarder qu'une vingtaine. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir définir donc, les différents conteneurs qu'on va sauvegarder. Si je prends, par exemple, les conteneurs d'Exchange, je vois que j'ai 3 containers, entre autres un container que j'ai appelé les Enabled Accounts. Donc, c'est tous nos utilisateurs actifs qui se retrouvent ici. Et j'ai un autre container All Users, qui sont les personnes qui sont parties, mais qu'on veut quand même encore conserver leurs données au cas où. Et donc, ça permet de faire une architecture, une répartition de ce qu'on va sauvegarder en termes d'administration, d'avoir quelque chose de propre. Bah voilà, quand on aura décidé que les anciens utilisateurs sont plus besoin, je vais supprimer le conteneur, ça supprimera les sauvegardes et je n'ai pas plus de questions à me poser. Donc le FPoint Online Services va aller scanner une fois par jour tous les containers. Un container, ça va être une boîte mail, ça va être un OneDrive, un Teams, un M365 Groups, etc. Je ne fais pas la liste, ils sont marqués à côté. Et ça va juste permettre après l'outil de sauvegarde, de se dire, bah tiens, j'ai un container Exchange à synchroniser, il y a tels utilisateurs dedans, voilà, je clique, je vois les utilisateurs, et il va les prendre un par un pour les sauvegarder. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, au niveau background FPoint. C'est là aussi on va définir nos connexions, comme je le disais, on va créer des entreprises d'applications dans Entra. On va donner les bonnes autorisations et juste les autorisations nécessaires. Et selon ce qu'on veut sauvegarder, on va créer plus ou moins d'applications. Alors, ça ne se crée pas à la main, c'est FPoint qui va le proposer. On va accepter la mise à jour des droits sur les applications. Donc, passons à, plus précisément, sur Cloud Backup for Microsoft 365. Donc là, c'est l'outil de sauvegarde, restauration de la plateforme M365. Donc, on voit déjà, rien que sur cet écran-là, qu'on va sauvegarder potentiellement beaucoup de choses. Donc, je vois qu'on va sauvegarder du Exchange Online. Heureusement que les boîtes mail, on peut les sauvegarder. Les OneDrive personnels, le SharePoint, les M365 Groups. Pour ceux qui ont commencé sur la plateforme il y a quelques années, ils se souviendront peut-être de cette chose qui se rajoutait dans Exchange et qui à la fois pouvait avoir une bibliothèque de documents dans SharePoint et qu'on ne savait pas trop comment ça marchait, qui a été remplacé aujourd'hui par Teams. Le principe technique derrière est le même et certains ont peut-être expérimenté des migrations et c'est pas toujours facile. Là, avec FPoint, la restauration, on va pouvoir faire du granulaire, restaurer tout un Teams, restaurer un document d'un Teams, un mail, etc. On y reviendra ensuite. On voit aussi Teams Chat
Pourquoi la différence entre Teams et Team Chat? Le Team Chat, ce sont les chats one-to-one. C'est pareil pour des problématiques techniques chez Microsoft d'implémentation. C'est pas stocké, géré de la même manière chez Microsoft, donc les procédures de sauvegarde ne sont pas les mêmes. Et en plus, le chat one-to-one qu'on a avec une personne, il ne se retrouve pas à l'intérieur d'un Teams. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Généralement, ce ne sont pas le chat one-to-one, on ne va pas le sauvegarder, non pas que ce n'est pas possible, mais l'information qui est dedans, quand on parle avec quelqu'un, bah, au-delà de 2 jours, c'est plus très pertinent. Donc, on peut s'économiser de sauvegarder des messages plus ou moins privés en plus. Et surtout que Microsoft a, si on veut être un petit peu performant là-dedans, un système de pricing au message restauré. Donc, voilà, on va faire ce travail un petit peu pour chaque entité, de savoir qu'est-ce qu'on sauvegarde, qui on sauvegarde, et comment on va le sauvegarder, comment on va pouvoir le restaurer. Donc, je ne fais pas tout le catalogue à l'après-vert, c'est pas la peine. Donc, par exemple, Exchange, qu'est-ce qu'on sauvegarde? Exchange, oui, on le sauvegarde, je l'ai coché, il est sauvegardé. Et je vais sauvegarder les 2 conteneurs dont j'ai parlé tout à l'heure, les comptes qui sont actifs et les comptes qui ne sont pas actifs. Le jour où je ne veux plus sauvegarder les comptes qui ne sont pas actifs, je le décoche ici ou au niveau du conteneur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, on n'a plus de questions à se poser. Alors, on va sans doute me dire, mais les conteneurs, si je dois les faire à la main, répartir les utilisateurs dans l'un ou l'autre, c'est pas super pratique, ce qui serait tout à fait le cas. Mais les conteneurs sont dynamiques, à la manière des groupes dynamiques dans Entra. Là, simplement, la règle, c'est le compte est enabled, il va se mettre dans un groupe. Le compte est disabled, il se met dans un autre groupe. Et donc, on va pouvoir avoir des niveaux de sauvegarde potentiellement différents entre du OneDrive, du SharePoint, etc. De même, la fréquence de sauvegarde dont on a parlé avant, on voit chez nous, voilà, il est sauvegardé une fois tous les jours à 23 heures. Je peux monter jusqu'à 4. Donc, si je choisis 4, je choisis l'heure de la première sauvegarde et après, toutes les 6 heures, une sauvegarde sera réalisée. Les sauvegardes qui sont incrémentales. C'est-à-dire que si je regarde l'état de ma dernière sauvegarde Exchange, je vois qu'elle a duré 6h30 pour 425 mégas. Ce qui veut dire que cette nuit, que hier, il y a eu 425 mégas de plus dans toutes les boîtes mail chez Biwi. La sauvegarde a commencé à 22h. C'est fini 6h30 plus tard. Ce qui veut dire que si on avait mis une granularité de sauvegarde 4 fois par jour, c'est-à-dire toutes les 6 heures, eh ben, la sauvegarde de 22 heures n'aurait pas été terminée avant que la suivante commence. Ce qui veut dire que la suivante n'aurait pas commencé, vu qu'elle est déjà en cours. Donc là, il y a une granularité à trouver pour avoir la sauvegarde la plus fine. Si je mets toutes les 4 fois par jour, bah, ça ne sert à rien parce qu'en fait, j'en aurai que 2. Donc, voilà, peut-être que dans ce cas-là, on mettrait 3 fois par jour. Et 3 fois par jour sur le Exchange, mais peut-être 4 fois par jour sur le SharePoint. Je peux aller aussi voir, là, donc là, c'est la sauvegarde différentielle. Je peux aller voir si je remonte très loin dans le temps, c'est peut-être, oui, c'est la première sauvegarde. Donc, toutes nos boîtes mail font 232 gigas. Il a mis 32 heures. Ça reste des API, des graphes API pour la plupart chez Microsoft. Donc, si on ne veut pas se faire throttle, comme ils disent, on ne peut pas faire 50 requêtes en parallèle. Donc, ça met un petit peu
de temps. Le temps. Il faut en avoir conscience et toujours trouver la bonne granularité entre les performances que peut offrir la plateforme 365 et puis nos besoins de sauvegarde et de perte minimum de données. On peut voir aussi que j'ai certains sauvegardes qui ont un point d'exclamation, comme le SharePoint Online. Je peux voir que j'ai un sum-item, une liste failed. Bon, ouais, c'est sympa, mais voilà, c'est un peu confus. En revanche, je peux faire un téléchargement du rapport complet du log de la sauvegarde. On va attendre qu'il ait fini. Voilà, je l'ouvre. J'ai un joli fichier Excel à l'intérieur. Hop, je vois qu'il a sauvegardé des choses, ses paramètres. Si je vais voir dans les détails, je vois qu'un item de liste a échoué, qui se trouve dans ce site-là. Donc l'item a échoué, il ne l'a pas sauvegardé. Par contre, tout ce qui est autour est sauvegardé. C'est pas parce que un item est en erreur que le process s'arrête et que c'est fini, on a tout perdu. Donc si je vais voir par exemple cet item, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Soupe, raté, mauvais onglet. Voilà, je suis sur le site de démo Noriap. On peut voir dans le Excel que c'est un truc qui s'appelle New Slider Free qui n'a pas réussi. New Slider Free, pardon. Je le retrouve bien au niveau de mon site SharePoint. Je vais aller voir ce que c'est. Je clique dessus. Hop. Bah oui, c'est une version de démonstration, donc les données sont inaccessibles. Donc Fpoint, il fait pas mieux, il contourne pas les licences d'outils tiers. Donc il me dit juste qu'il peut pas le sauvegarder. Au moins, ça m'a permis de me rappeler que j'avais installé cette application ou que quelqu'un l'a fait dans l'organisation alors que je n'étais pas au courant. Voilà. Donc, une chose aussi qu'on peut noter, c'est un outil de sauvegarde. Jusque-là, tout va bien. Ce n'est pas un outil de synchronisation. Donc, un document qui a été mis dans OneDrive, à partir du moment où la sauvegarde a tourné, le document est sauvegardé. Après, je fais des modifications dessus, je le déplace, je le supprime. Ma sauvegarde, elle reste intacte. Elle ne suit pas le cycle de vie métier du document. Donc, le document est déplacé dans un autre dossier. Et à la sauvegarde suivante, il y a un nouveau document en fait dans ce dossier et on va sauvegarder le document qui finalement a déjà été sauvegardé dans un autre dossier, mais la version a pu changer. Donc on a tout l'historique du document et on va pouvoir restaurer à une date précise, donc une version particulière. Si je vais sur la restauration de OneDrive, je peux chercher donc mon utilisateur. Bon, il y en a un que j'ai appelé AOS Demo parce que quand même on a un petit peu préparé les choses. Donc je peux choisir une plage de backup parce que le document, bon, il a été sauvegardé la semaine dernière, c'est pas la peine d'aller rechercher dans le backup d'il y a 3 ans. Et je peux définir la granularité de ce que je veux restaurer, que ce soit pour SharePoint, que ce soit pour Exchange, pour Teams, et ici pour OneDrive. Donc, je peux restaurer le OneDrive complet de l'utilisateur. Allez, je le cherche, je prends. Voilà, le OneDrive est là. Je peux faire un restore. J'ai quelques options. Je peux restaurer le contenu, la sécurité, et je peux aussi restaurer à un autre endroit. C'est des demandes qui arrivent régulièrement quand une personne s'en va. Le processus de outboarding dans l'entreprise n'est pas toujours carré où on n'a pas pensé à tout, ou bref, tout le monde sait comment ça fonctionne.
On a désactivé, voire supprimé l'utilisateur dans Entra, ce qui, au bout de quelques jours, va supprimer ces données. Et puis, on se dit, ah oui, mais attention, les données là qui sont dans le OneDrive, c'est des données de la société, on devrait pouvoir y avoir accès. On n'a pas attaché le OneDrive de l'utilisateur à son manager. Et donc, si on ne l'a pas fait, on a perdu les données. Et grâce à FPoint, bah, je vais pouvoir dire, bah, si, je peux récupérer les données de cet utilisateur et les rattacher à son manager et ainsi de pallier voilà, à un des use cases où on pourrait perdre de la donnée. Donc, Olivier, je vais juste me permettre ouais. d'intervenir. Bonjour à tous. Je pense que vous me connaissez tous sur la table. Donc, c'est des cas concrets chez Biwi qui sont arrivés et qui arrivent dans pas mal d'endroits. Le collaborateur qui avait fait un super tableau, un super outil, travail, qui s'en va, qui était partagé avec tout le monde. Si on n'a pas ce type de restauration, on perd tout le travail qui peut être effectué, ne serait-ce que sur une passation. Autre cas, je ne sais pas si vous avez prévu de l'aborder, mais qui commence à arriver. Il y a des enjeux en termes de RGPD, où un collaborateur, pendant un certain nombre d'années, a le droit de demander à son ancien employeur de supprimer un certain nombre de données de ses archives, puisque le Drive est un espace personnel dans un cadre pro, et ça peut servir également à ça. Tout à fait. C'était pas prévu d'en parler, mais oui, on peut faire une petite digression dessus. Effectivement, quelqu'un souhaite que ces données soient supprimées, on peut également aller supprimer toutes ces données dans les backups. Et je précise que je suis DPO de la société, donc ça me touche. Voilà. Oui. Donc, on a aussi une vue de recherche calendaire où hop, voilà, on a une sauvegarde aujourd'hui. Et là, je vais pouvoir naviguer dedans. Donc, je peux retrouver mon utilisateur, son OneDrive, et puis naviguer dans le OneDrive tel qu'il est le 7 décembre. Mais je peux aller naviguer dans le OneDrive, dans les boîtes mail d'une autre journée. On a vu aussi ici qu'on a un bouton export, c'est-à-dire que je vais pouvoir exporter, faire un zip du contenu. On n'a pas besoin de rattacher tout le OneDrive d'une personne à son manager. On a un document qu'on veut conserver pour diverses raisons. Je vais pouvoir faire un export. Il va y avoir un zip avec mot de passe. Et bien entendu, toutes les actions qui sont faites par l'administrateur FPoint sont loguées. Et sont loguées, c'est pas compliqué d'y avoir accès. Il ne faut pas faire du PowerShell comme certains audits dans M365. C'est vraiment visible et ce n'est pas supprimable. Donc, on peut savoir tout ce que les utilisateurs ou les administrateurs ont été faire. Si moi, admin Biwi, je veux aller voir les bulletins de salaire de tout le monde, eh ben, je peux rentrer dedans s'ils sont stockés, si je connais l'endroit où est-ce qu'ils y sont, enfin bref. Mais ce sera vu. On ne peut pas faire de choses en background, en mode pirate. Hop. Et si je peux rajouter aussi il y a une gestion aussi des droits, si jamais vous avez plusieurs personnes au niveau de l'administration, pour justement n'accéder qu'à certains conteneurs, pour donc au départ montrer les conteneurs et pour spécifier qui a le droit de faire une restauration d'un conteneur particulier. Tout à fait. Hop. Donc on a une partie reporting. Donc le système auditeur, c'est là où on va retrouver justement toutes ces choses-là. Et il est intéressant de savoir où on en est dans l'usage de nos licences. Donc là, je peux voir qu'on a 100 licences, 79 sont consommées. Donc on peut embaucher du monde sans devoir reprendre des licences FPoint. Et puis, c'est l'autre utilisation, je peux voir que ces 79 licences sont prises par des licences M3 au niveau de mon tenante. Donc, FPoint propose également un service d'alerte
Je suis en train de me faire crypto-loquer mon tenante dans les OneDrive. Fpoint va se rendre compte que il y a une activité inhabituelle parce que là, il y a beaucoup de fichiers qui sont modifiés en même temps, puis en plus, ils sont plus lisibles. Donc, il va pouvoir nous remonter une alerte et être proactif avant que l'attaque soit terminée et qu'on ait tout perdu. Donc là, je vois par exemple que j'ai un compte OneDrive qui a une activité suspecte. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vois effectivement qu'il y a eu 1150 fichiers supprimés le même jour par Delphine. Donc, est-ce que c'est normal ou pas normal? En l'occurrence, c'est normal parce que Delphine a reçu un nouveau PC ce jour-là et donc on a profité pour faire du ménage. Mais si c'est quelqu'un qui quitte la société et qui commence à vouloir faire du ménage dans les données de la société ou inversement pomper des données de la société, on aura l'information dès la prochaine exécution de la sauvegarde. Donc, c'est pas que un outil de sauvegarde, c'est aussi un outil de prévention de perte de données ou de malversation qu'il peut y avoir, que ça vienne au sein de l'entreprise ou que ça vienne de l'extérieur. Je vais me permettre d'ajouter, Olivier, que très peu de clients pour l'instant, et ce sont que des clients qui sont à ce webinaire, ont mis en place en amont dans Microsoft les sujets, ce qui s'appelait avant Data Loss Protection et la protection des données dans Microsoft 365. On a très peu de clients qui ont encore franchi ce cap. Donc, avec la solution backup, ça vous permet d'avoir une surveillance a posteriori. Et donc, nous avions parlé de Ava, si vous vous souvenez, dans les PowerPoint présentés par Jean-Marc. Parce que là, c'est bien, on a un écran d'admin. Oui, bon, l'admin, il peut faire des choses, mais l'admin, il en a assez au bout d'un moment de récupérer les fichiers pour tout le monde parce qu'on a cliqué sur le mauvais bouton. Et donc, Fpoint propose un outil, Ava, qui est une application Teams. C'est Teams, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, je vais dans Apps, je cherche Ava. Là, il est déjà ajouté, donc il ferait juste Open. Je l'ajoute pour moi, utilisateur. Et puis là, on voit dans mon OneDrive que voilà, j'ai quelques fichiers. Et j'avais un fichier data.json que j'avais mis ici, que j'ai perdu parce que je suis un gros geek et donc les JSON, c'est mon quotidien de travail. Et donc, je vais pouvoir demander à Ava, je peux cliquer sur le bouton ou je peux lui mettre Restore OneDrive File. Hein, il va me parler. Et Ava va me proposer des critères de recherche. Qu'est-ce que je veux restaurer? Je veux restaurer mon fichier data.json. Ava va rechercher dans la base de sauvegarde, dans ma base de sauvegarde. Je ne vais pas pouvoir aller restaurer un fichier de mon collègue. C'est personnel. Et donc, je vois qu'il a trouvé deux fichiers data.json. Il a trouvé un fichier le 4 décembre qui se trouve voilà, si je connais un petit peu comment sont formés les URL, je vois que c'est effectivement dans mon OneDrive perso. Je vois que j'en ai un deuxième qui est dans le recycle bin. Ah bah oui, c'est que je l'ai supprimé. Il est parti dans le recycle bin. Fpoint a re-sauvegardé, a trouvé des choses dans ma corbeille, a sauvegardé ma corbeille. Mais peut-être que la version, c'est pas la même. Donc ça, voilà. Ava va proposer les différentes versions du document qui se trouvent dans la sauvegarde et l'utilisateur va pouvoir choisir pour lui quelle est la bonne version qu'il veut restaurer. Donc, mettons que, hop, on restaure le premier. Voilà, The Restore Progress.
Normalement, il faut. Donc, il y a des files d'attente qui sont mises en place. Donc, toutes les demandes de restauration sont en file d'attente et sont traitées une après l'autre, comme beaucoup de choses au niveau de la plateforme M365 par ailleurs. Donc là, j'essaye de meubler tant que ça arrive, mais parce que ça peut mettre Un certain quelques temps. minutes suivant le, oui, suivant le. Ouais. Mais donc, voilà, ça va, voilà, 0% completed. La tâche est dans la file d'attente, mais pas encore commencée. Donc, voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser dans le chat ou comme ça, on y répond. Mais je pense que ça vaut pas le coup. Faites-moi confiance. Ça va le faire. Il va revenir là pour essayer une dernière fois. Et puis, Il est en file d'attente. Il est en file d'attente. C'est bon. Ce sera sans doute moins long que de demander au support faire une demande au support qui va se retrouver dans la file d'attente. Et pendant que le support accède au ticket, de ce côté-là, ce sera déjà fini. Du coup, on va laisser la main à Renaud pour parler un peu des sauvegardes de la Power Platform, des Power BI, des Power Apps que j'ai vu qui n'étaient pas dans le slide, mais ils y sont aussi. Et donc, Renaud, je te laisse la main. Juste avant Chrono, tu prennes la main, un petit rappel, quand on a signé le partenariat il y a 8 ans avec AvePoint, comme le rappelait Jean-Marc en introduction, c'était les premiers sur le marché à sauvegarder autre chose que des mails. Et nous, la plupart de nos clients, vu qu'on est expert sur le collaboratif, avaient besoin qu'on sauvegarde du SharePoint, du Teams et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, ils sont les premiers à sauvegarder de la Power Platform. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on consolide le partenariat avec AvePoint, puisque de plus en plus de nos clients digitalisent des processus avec la Power Platform et pour certains des processus critiques. J'en profite aussi pour parler du fait que là j'ai mis ma plateforme, enfin mon navigateur en français, donc j'ai la plateforme de backup qui est en français aussi, et les éléments qui peuvent être dessus. J'ai dans la Power Platform, on a le même principe que pour les objets de Microsoft 365, des environnements à sauvegarder de la Power Platform, les connexions, Power Apps, Power Automate, Power BI. Ça se passe, comme l'a montré Olivier, dans les profils d'analyse. On peut analyser donc les différents environnements et choisir si vous souhaitez aussi ajouter les environnements des espaces de travail personnels des utilisateurs ou pas, ce qui peut être intéressant, surtout sur la partie Power BI. Donc sur la partie Power BI justement, donc là je suis dans Power BI, on peut retrouver à l'intérieur de mon environnement Sales and Marketing ici, que j'ai un rapport, un modèle, le modèle sur lequel s'est basé son rapport. On pourrait avoir les espaces, mon espace personnel, les espaces de travail qui existent à l'intérieur de l'environnement Power BI. Et donc si je veux le sauvegarder, à partir de la même façon, on va pouvoir sauvegarder les environnements de mon tenant, de travail dessus, et de pouvoir parcourir les éléments dans la partie restauration de Power BI. De la même façon, on peut restaurer tout le workspace ou juste un rapport au sein de ce workspace. Donc si je cherche les environnements workspace, je peux rechercher mon Sales and Marketing, et là je vais retrouver le workspace et pouvoir remonter dans le temps. Ou en modèle calendrier, ce qui est peut-être un peu plus simple, rentrer à l'intérieur du calendrier dans mon environnement, voir que j'ai mon workspace. Et ici, on voit que dans cette partie-là, je ne peux que exporter, mais je peux naviguer quand même à l'intérieur pour retrouver les deux rapports qui existaient. Et de la même façon, ici, je peux donc exporter le rapport. Donc, ça me crée une tâche d'exportation. Et pour pouvoir le réintégrer à l'intérieur de mon environnement Power BI, dans ces cas-là, je peux directement ici charger le rapport venant justement de l'export qui a été fait pour le réintégrer à l'intérieur de l'espace de travail. On peut aussi utiliser le pendant de Ava, qui est un bot de restauration, un site web de restauration qui s'appelle Recenter. Et de la même façon, sur la partie Power BI, on va pouvoir aller rechercher à l'intérieur de Power BI les différents environnements dans lesquels j'avais mes rapports. Et là, par contre, je ne peux plus les exporter. Je peux directement les restaurer dans l'environnement et lancer un in-place restore. Plusieurs façons de le faire de cette partie-là.
Sur la partie Power Automate et Power Apps, on va retrouver la même façon de protéger. Donc, à partir du moment où ils sont sélectionnés dans les conteneurs, on va pouvoir les protéger sur l'étendue et la fréquence jusqu'à 4 fois par jour. Et on va pouvoir, pareil, faire une restauration de mes Power Automate, donc naviguer à l'intérieur des environnements Power Automate. Soit on connaît le nom du Power Automate et l'environnement dans lequel il se trouve, ou je peux directement aller naviguer à l'intérieur des environnements. Alors ici, Power Automate, je n'ai pas de flux dans celui-ci. Je vais le prendre ici. Pour le coup, j'avais un flow. Donc là, j'ai mon flow d'une alerte au cas où. Donc j'ai plusieurs dates d'ailleurs que j'avais créé les flows. Et donc là, de la même façon, je peux exporter mon flow. Et donc là, ça va me créer une tâche d'exportation. Et on va pouvoir faire la même chose pour exporter la partie d'une apps. Si j'ai besoin de faire une exportation de ma Power Apps, ici. Donc là, j'ai plusieurs apps qui existent. Et si je veux exporter l'application de Patrick, ben, je peux directement exporter l'application de Patrick. Donc ça me crée une tâche d'exportation. Et pour pouvoir ensuite les réimporter dans les environnements Microsoft, donc ici j'ai mon Power Automate, je me connecte sur make.powerautomate.com et je vais pouvoir retrouver dans la partie flow mes flows à moi, ceux qui existent, qui m'ont été partagés ou qui existent dans nos environnements. Et donc ici, je peux importer le package et donc ils vont me demander le fichier zip d'importation de mon Power Automate, ce qui me permet de récupérer justement le nouveau Power Automate qui aurait potentiellement été supprimé, mais surtout potentiellement modifié par un utilisateur ou une modification qui a été faite. Et comme il n'y a pas de versionning côté Microsoft, si c'est une modification majeure et qui a fait que le Power Automate ne fonctionne plus, on peut revenir à une version antérieure grâce justement à ce versionning et à pouvoir rechercher à l'intérieur de mes Power Automate en modèle calendrier en me disant il fonctionnait le mois dernier et donc je vais pouvoir revenir en arrière et aller rechercher justement les différents éléments qui existaient de mon Power Automate à l'époque dessus. Donc là le 15 novembre, si je veux revenir à une version avant, ici il n'existait pas, j'en avais qu'un seul normalement. Je suis toujours en retour en arrière. Et je vais retrouver mon dernier flow. Je l'avais déjà exporté. Voilà, où j'en avais qu'un seul dessus et qui n'était pas daté, qui n'avait pas été modifié. Donc je peux retrouver vraiment la version d'origine de ce que j'avais fait dans mon flow et pouvoir l'exporter et rejouer dessus et voir les différences qu'il pourrait y avoir. Et de la même façon, si demain je veux vérifier un petit peu ce qui est fait dessus, donc dans mon gestionnaire des tâches ici, je vais pouvoir aller retrouver ce Power Automate qui a été exporté, le downloader, cet environnement. Donc ici, c'est mon Power Automate de génération d'une alerte. Si je veux l'extraire, il y a une protection au niveau du password. Je récupère le password ici. Et je vais pouvoir extraire ce Power Automate dans l'environnement download. Et là, si je veux l'importer à l'intérieur, juste à faire import package, aller chercher mon package de mon Power Automate en local, ici. Donc, when an alert is generated. Et là, je vais uploader le package et il va me demander de faire mes connexions directement à l'intérieur pour refaire fonctionner correctement ce Power Automate. Donc voilà, ici, j'ai juste à updater les import settings et je vais retrouver mon Power Automate qui va fonctionner comme avant, dans la version initiale. Et ça permet justement d'avoir cette granularité qui ne me permet pas. Et là, vous avez vu que j'ai donc fait des tâches d'exportation. J'ai fait une tâche aussi d'obtenir un mot de passe pour cette exportation. Et donc, dans l'auditeur système, on va retrouver justement la date et l'heure que j'ai fait une exportation, j'ai téléchargé le contenu de cette exportation et j'ai récupéré le mot de passe de cette exportation. Donc si jamais c'était, donc là c'était un Power Automate, mais ça pourrait être la même chose pour un fichier ou des éléments, on va avoir justement cette traçabilité et la possibilité de récupérer le rapport des exécutions qui ont été faites par l'administrateur à partir de quelle adresse IP. Et j'aurais pu être logué avec un autre compte et faire des tâches aussi avec un autre compte et on pourrait les identifier directement dessus. Et pour la partie Power Apps, de la même façon, on va télécharger la Power Apps et on va pouvoir importer une application
en téléchargeant le zip, en l'important, en remettant en place les connexions, on va retrouver sa Power Apps de la même façon et remonter dans le temps, parce que de la même façon, il n'y a pas de suivi de versionning dans les environnements Power Platform pour le moment. Et ça permet de justement garder une visibilité sur les rapports et ce qui a pu être fait à l'intérieur de mes reports Power BI, Power Automate et Power Apps. Et donc on couvre la majorité, on va dire, des composants cœur de la Power Platform. Et on va avoir des évolutions, hein. On suit des évolutions de Microsoft dans ce qui est au niveau des API pour améliorer justement cette prise en charge de restauration in place potentiellement des éléments. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Ou je te laisse reprendre la main, Jean-Marc. Ouais, on va passer. Merci Renaud, cette brillante présentation. On va passer rapidement le temps que je récupère mon PowerPoint. Donc voilà. Donc vous avez bien compris, je pense, toute la valeur de cette solution de sauvegarde et surtout de restauration. Se sauvegarder, c'est un truc qu'on sait faire depuis longtemps, mais restaurer, ça, c'est toujours une autre histoire. On a souvent des petites surprises. Avant de passer aux questions, vous verrez dans les slides qui seront fournis après donc un certain nombre de liens de ressources, hein, donc notamment l'essai gratuit 30 jours. On est là avec toute l'équipe Consulting BWI évidemment pour vous accompagner dans cette partie découverte, hein. Vous avez aussi toutes les ressources sur les éléments qu'on vient de voir et un certain nombre de liens qui vont vous permettre de vous faire votre propre culture sur le produit. Je pense qu'on peut basculer maintenant sur les questions que vous pouvez avoir. Je vais essayer d'ouvrir les... Alors, est-ce que je peux... Ben, normalement, hop. Il y a eu une question dans Q&A, Ouais. Cyril. Des soucis de lenteur de la sauvegarde. Alors, une solution de sauvegarde donc hors Power Platform et des soucis de lenteur de la sauvegarde M35 limite de bande passante, c'est ce qu'elle pense. Elle peut te rendre compte de ce souci. Alors, ça va dépendre des environnements. Enfin, je vous prends la question pour le coup, hein, parce que j'avais vu. Donc, ça dépend des environnements de Microsoft. Et c'est vrai que Microsoft, en fonction de la quantité de licences que vous avez d'actives dans votre tenante, met un throttling, ce que parlait d'Olivier, donc met des limites sur la capacité de sauvegarde. Donc, vous pourriez avoir juste un tenant avec potentiellement 5 ou 10 utilisateurs, mais une très grosse volumétrie. Et ben là, le throttling sera très important parce que vous n'avez pas beaucoup d'objets et donc pas beaucoup de capacité en face. Donc, la sauvegarde va prendre beaucoup de temps. Après, il est possible aussi de vérifier ce throttling, hein, de faire un trial dans les environnements pour voir ce qui se passe, faire un trial avec AvePoint. Mais la plupart du temps, normalement, le throttling est quand même fait pour supporter le backup. Et que ce soit des petits environnements ou très gros environnements, hein, on a des environnements de centaines de terras qui sont backupés par nos outils et ça fonctionne très bien. On peut aussi faire des analyses auprès du support pour voir s'il n'y a pas un souci dans la configuration de l'outil. Alors, c'est Renaud, hein, c'est une sauvegarde hors AvePoint. Donc, Cyril, je suis à ta disposition pour qu'on te fasse tester ce que ça pourrait donner avec la version de test avec AvePoint pour que tu puisses comparer des choses comparables, par exemple. D'autres points? On peut peut-être ouvrir le micro. Voilà, il y a une question de Thomas. Je crois que les micros sont verrouillés. Oui, alors, ok. Donc, Thomas. Voilà, j'ai autorisé Thomas. Ouais, ok, pardon. Non, pardon, c'était une fausse manip. Ok. C'était une fausse manipulation. Donc, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole ou à poser les questions sur l'espace questions-réponses. Luc Victor. Allez, hop, autorisez le micro. Bonjour Luc Victor.
Jean-Marc, c'est toi qui es organisateur de la réunion, donc je n'ai pas les droits pour donner la parole à Luc Victor. Mais il est activé. Et alors, attendez, excusez-moi. Ouais, Est-ce que mon microphone... Voilà, Est-ce que vous Ah, voilà. m'entendez? C'est bon. Ok, Oui, c'est bon. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Est-ce que dans le cadre de la mission d'accompagnement de BWI sur les outils de sauvegarde et la plateforme AvePoint, il est prévu une révision, j'allais dire, ou semestrielle ou annuelle des processus de backup et d'une vérification de la qualité des sauvegardes. Est-ce qu'on sauvegarde bien? Est-ce que tout est bien organisé? Est-ce qu'on est sûr à 100% de pouvoir récupérer? Donc, est-ce que vous avez cette mission d'accompagnement incluse ou c'est quelque chose à prévoir en plus? Alors, donc, je vais prendre le point, Luc Victor, puisque tu es client sur AvePoint Backup pour Microsoft 365 et pas forcément encore pour la Power Platform. Donc, on a, en ce qui concerne la plupart de nos clients, notamment avec des DSI structurés comme c'est le cas chez toi, une approche qui est installation, paramétrage et transfert de compétences. Ensuite, il y a un programme de Customer Success porté par Jean-Marc Touzard qui vient régulièrement, à périodicité fixe, faire le point sur les différentes solutions. Et tu en as de nombreuses chez BWI, sur Microsoft, sur Powell, sur AvePoint, faire un point sur la satisfaction et les irritants. Donc, on n'a pas prévu de programme dit de service manager. C'est des choses qu'on propose, donc on pourra tout à fait en rediscuter. Pour des plus petites entreprises, on a ce qu'on appelle les services managers, où on a différents niveaux, bronze, argent, or, qui vont on déploie les sauvegardes, on les restaure à la demande, et pour certains clients qui ont des processus critiques, on fait à tous les trimestres un scénario de backup sauvegarde sur mesure. Donc on peut tout à fait en discuter, Luc Victor. Ok, merci. Lui, on est pile poil dans les temps. Pas d'autres questions, apparemment. Donc, effectivement, je vérifie l'heure et je vois qu'on est exactement sur l'heure d'atterrissage prévue. Donc, c'est mieux que chez EasyJet. Ça décolle à l'heure et ça arrive à l'heure avec le contenu prévu. Donc, c'est parfait. Je pense qu'il nous reste à remercier tous nos clients et clientes qui sont venus assister à ce webinaire, ainsi que à vous deux, Olivier et Renaud, pour la participation et les démos qui étaient très précises et très parlantes, je pense. Et donc, vous recevrez comme d'habitude le lien pour la vidéo de replay et la présentation complète en format PDF pour que vous puissiez revenir dessus quand vous le souhaitez. Merci à tout le monde pour la participation et l'animation. À bientôt.